Il est 13 h, bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Voici les titres de cette nouvelle édition. Le processus électoral a été régulier en Côte d'Ivoire, de la révision de la liste électorale à la proclamation des résultats provisoires. La commission électorale indépendante, la CEI, structure chargée de l'organisation du scrutin présidentiel, a respecté les différentes échéances du processus électoral. Le point dans ce journal. Toujours en Côte d'Ivoire, le village de Labazoubia, dans le centre-ouest, ne sait plus où donner de la tête. La raison, les populations sont importunées par 2 éléphants. Les habitants de Labazoubia s'en remettent aujourd'hui aux responsables des eaux et forêts de la région d'Issia. Enfin, la présidentielle du 3 novembre 2020 aux États-Unis, le républicain Donald Trump demande la suspension du dépouillement en Pennsylvanie, en Géorgie et dans le Michigan. La commission électorale indépendante, la CEI, structure chargée de l'organisation du scrutin présidentiel, a respecté les différentes échéances du processus électoral en Côte d'Ivoire, de la révision de la liste électorale à la proclamation des résultats provisoires. Le processus électoral a été régulier, nous explique Gabriel Zani. Alassane Ouattara, élu avec 94,27% des voix exprimées le 31 octobre, c'est l'issue du sprint final qu'il a opposé à 3 autres candidats retenus par le Conseil constitutionnel. L'issue de cette course au fauteuil présidentiel a commencé par la révision de la liste électorale débutée le 10 juin pour finir le 24 juin 2020. Une date butoir très vite prorogée au 30 juin compte tenu de l'intérêt observé chez les nouveaux majeurs qui souhaitent s'inscrire sur la liste électorale. Sur proposition de la CEI, l'opération sera à nouveau prorogée jusqu'au dimanche 5 juillet à la demande des parties prenantes au processus électoral. Après ce recensement des électeurs, ont suivi du 1er au 7 août 2020 l'affichage de la liste électorale et l'ouverture du contentieux. À la suite de cette phase importante viennent les observations et délibérations de la CEI qui arrêtent la liste définitive des électeurs le 24 septembre. Pendant ce temps, depuis le 16 juillet, la CEI avait déjà lancé le dépôt des dossiers pour la candidature à la présidentielle. Cette opération a pris fin le 31 août. Après l'étape de réception des dossiers de candidature, la CEI les transfère au Conseil constitutionnel, le juge des élections. Suite la vérification de l'éligibilité des 44 candidatures reçues. Le Conseil constitutionnel retient 4 candidats et rend publique cette liste définitive le 14 septembre 2020, soit 45 jours avant le 31 octobre, premier tour du scrutin, selon l'article 55 du Code électoral. Le 14 octobre débute la distribution des cartes d'électeurs par la CEI. Pour parer à toute éventualité, la possibilité a été donnée par la CEI de retirer les cartes d'électeurs le jour même du scrutin avec l'idée de permettre à un grand nombre d'électeurs de participer à cette consultation générale. Du 15 au 29 octobre à minuit, c'est la campagne pour la présidentielle. Les candidats ont eu 2 semaines pour séduire les électeurs et les rallier à leur cause. Le 31 octobre, les électeurs ivoiriens sont appelés à départager les 4 candidats retenus. Malgré les appels au boycott d'une partie de l'opposition et les heurts observés dans des zones du pays, le vote se tient. Dès le 1er novembre, la CEI débute la publication des premiers résultats. 2 jours plus tard, le mardi 3 novembre, Alassane Ouattara est déclaré vainqueur du scrutin du 31 octobre. Le même mardi 3 novembre, le Conseil constitutionnel reçoit les procès-verbaux des bureaux de vote transmis par la CEI. Depuis cette date, le Conseil attend jusqu'au 8 novembre les réclamations des différents candidats. Ensuite, l'institution va statuer sur les observations et les procès-verbaux et proclamer les résultats définitifs. Un processus régulier au regard du calendrier électoral. Pour la CEI, c'est un véritable défi relevé, ce qui est en soi un gage de transparence. Toujours en Côte d'Ivoire, le Parti pour le progrès et le socialisme dit non au gouvernement de transition annoncé récemment par l'opposition. Hier, au cours d'une conférence de presse dans la commune du Plateau, Mathias Kakou, le président du PPS, a plutôt félicité Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, pour sa victoire à la présidentielle du 31 octobre dernier. Le point, Issa Yeo.
Il est opposé à une idée de transition en Côte d'Ivoire. Le président du Parti pour le progrès et le socialisme, PPS, l'a dit au cours d'une conférence de presse à la Maison de la Presse au Plateau. Pour Kakou Mathias, l'élection présidentielle s'est bien déroulée en dépit de quelques incidents sur l'ensemble du territoire. Parler de comité national de transition, pour nous, c'est la création d'une rébellion. Nous le qualifions d'acte terroriste. Parce que les élections se sont bien passées, elles sont bien déroulées de façon démocratique. Les urnes ont parlé. Toute autre action en dehors des urnes, pour nous, est constituée comme un acte séditieux. Le président Alassane Ouattara est un homme de paix, fait remarquer le président du PPS. C'est pourquoi il lui demande de continuer à tendre la main à l'opposition. Le président Ouattara est ouvert. Il n'a jamais refusé le dialogue. Même pendant la campagne, le dialogue a continué. Donc il facilite la tâche au nouveau président élu pour qu'il puisse travailler dans la sérénité. En même temps qu'il ouvre ses bras à dialoguer, à parler, à calmer, parce que c'est lui le président de la République, les ardeurs, qui continue de travailler. Les Ivoiriens ont besoin de lui. Ils ont soutenu son programme de société de gouvernement. Ils l'ont élu, sauf qu'il travaille pour les Ivoiriens. En retour, Kakou Mathias invite l'opposition ivoirienne à éviter tout chemin qui peut fragiliser la cohésion et la paix en Côte d'Ivoire. Séguéla, dans la région nord-ouest du pays, a célébré la victoire de Alassane Ouattara, le candidat du RHDP à la présidentielle d'octobre dernier. Les femmes du Woroba sont sorties massivement dans les rues pour manifester leur joie. Astou Touré. Mobilisation réussie pour Maferima Mbaya, première vice-présidente du conseil régional du Ouorodougou. Venue de plusieurs contrées du Ouorodougou, les femmes témoignent leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs présidents se sont succédés à la tête de notre chère patrie. Nous savons tous qui est capable de quoi. Même quand on n'a pas tous vécu toutes ces périodes, on a appris et on a été informés plus ou moins par nos aînés. Ayons confiance au gouvernement. Le pays est géré. Le pays est bien géré. Séguéla devenu Adodougou pour marquer le soutien indéfectible des fils et filles de cette localité aux actions de développement, de paix et de cohésion initiées par le président Alassane Ouattara. Il avait le don de soi. Il a posé un acte citoyen. Comment ne pas saluer cela? Dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, tout le monde se lève pour Ado. Tout le monde est pour Ado. Le Woroba ne peut pas rester derrière et regarder les autres. Donc nous sommes là pour soutenir Ado à fond. Séguéla est acquis à la cause, c'est Adodougou. Quand les femmes veulent, Dieu veut et Dieu le veut. À cette rencontre hautement féminine, plus de 4000 femmes ont pris part. Tiébissou, Toumoudi et Yamoussoukro, ces trois villes situées dans le centre du pays, ont été le théâtre de violences liées à la présidentielle du 31 octobre dernier. Alors pour amener la paix dans ces zones, les cadres de la région du Bélier mènent actuellement des actions de médiation. Les détails, Soro Corona de RTI Bouaké. Les localités de Tiébissou, Toumoudi et le district autonome de Yamoussoukro ont connu des troubles le vendredi 30 octobre dernier. Des troubles qui ont souvent viré à des affrontements sanglants, occasionnant des pertes en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Pour ramener la paix et le calme, plusieurs rencontres sont initiées. À Yamoussoukro, les médiations et conciliabules du gouverneur Augustin Thiam, du ministre Souleymane Diarra-Souba, des guides religieux et des chefs traditionnels ont porté fruit. Le ministre Souleymane Diarra-Souba et moi-même avons pris le problème à bras le corps. Nous avons initié un dialogue entre jeunes d'abord. Et nous avons demandé le renfort de quelques imams de Yamoussoukro. Nous avons demandé aussi l'appui du vicaire du cardinal. Et à force de dialogue et de rencontres, nous sommes arrivés à persuader nos enfants, à les convaincre de tout ce qu'on leur racontait était faux. À Toumoudi, même son de cloche. Les cadres qui sont montés au créneau appellent au calme et à la retenue. Les populations veulent retrouver la cohésion qu'elles avaient auparavant et nous avons constaté qu'on commence à se parler et j'en appelle donc au calme.
j'en appelle également à ce que nous avons de plus fondamental, c'est-à-dire notre entente, la cohésion. Je demande également aux jeunes de se ressaisir, que nous sommes prêts à les aider afin qu'ils puissent atteindre leurs objectifs. Le pardon et la tolérance ont été les maîtres mots pour une paix durable. Je demande pardon. Je suis leur maman, je suis leur grand-mère. Je me mets à genoux. Je demande pardon. Les cadres, pardon. Chacun de vous m'appelle presque tous les jours. Moi aussi, je vous appelle. Écoutez-moi, acceptez ce pardon. Les jeunes de tous bords politiques de ces localités s'engagent sur la voie de la paix et de la cohésion sociale. Nous demandons à la jeunesse de revenir sur le territoire qui les appartient, qui est Toumoudi. Le plus important, c'est de continuer l'héritage que nos parents ou nos ancêtres nous ont laissé, qui est la vie en société, la cohésion sociale, l'amour et surtout la paix. Dans ces localités, les initiatives se multiplient pour ramener définitivement la paix et la stabilité sociale. À noter que le calme est revenu à Tiébissou, Toumoudi et Yamoussoukro dans la région centre du pays. Les activités commerciales ont repris. Les véhicules ont recommencé à circuler sur l'axe Bouaké-Yamoussoukro, désormais dépourvu de toute barricade. Retrouvons Soro Corona de RTI Bouaké. Fermé à la circulation depuis le jeudi dernier, l'axe Bouaké-Yamoussoukro est de nouveau ouvert. Les différentes barricades ont été levées par les forces de défense et de sécurité avec le concours des cadres et autorités locales. Si les compagnies de transport n'ont pas encore repris du service, les minicars, appelés couramment Massa, sont sur le tronçon. Depuis hier, j'ai appelé Yamoussoukro, des collègues, et ils m'ont dit que la route était depuis hier soir. Effectivement, le matin, lorsque je suis arrivé à la case, j'ai vu 2 véhicules sortis avec un remorque. Et même, je viens de croiser un véhicule de Yamoussoukro, un même qui vient de passer. Le remorque et autres camions de transport de marchandises et de produits vivriers sont également sur la route. Mon petit est allé 7 jours aujourd'hui, il est bloqué sur la route. Le petit est fatigué. Pour nous, là, nous sommes là pour venir là, il n'y a pas de transport pour nous. Actuellement, il y a circulation, vraiment, il y a circulation. Dans le district autonome de Yamoussoukro, les taxis communaux desservent les différents quartiers de la ville. Les activités commerciales ont aussi repris. Depuis le début de la crise, ça fait une semaine. Et ça fait que ce matin que j'ai pu reprendre un peu timidement les activités. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas encore vu d'entrave. Je circule librement pour l'instant. Ça va, ça va. Je pense qu'à la longue, ça va y aller. On n'avait pas le choix. On est resté à la maison, on n'a rien. L'argent qu'on avait là, tout est fini. Depuis le matin, on est là. En tout cas, on n'a rien vu d'abord. Une reprise rendue possible grâce aux nombreuses médiations. Depuis hier, les commerces ont repris. Depuis ce matin, les banques ont réouvert. Et on peut dire que le calme est revenu dans la terre de Félix Houphouët-Boigny. Tous les accès pour entrer et sortir de Yamoussoukro sont libres. À Toumoudi, la vie a repris. Marchés, établissements financiers et gares routières sont ouverts. La banque est ouverte, les activités ont repris. À plus de ce, il reste seulement que les autres. Les magasins, chacun est méfiant un peu, sinon les magasins vont s'ouvrir de petit à petit. La reprise est un peu difficile. Mais ce matin-là, je crois que ça commence à reprendre difficilement. Mais avec la sensibilisation des uns et des autres, avec l'implication des autorités et la compréhension de toutes les couches, je crois que ça va reprendre d'ici demain ou bien après-demain. De Tiébissou à Toumoudi, en passant par le district autonome de Yamoussoukro, les populations vaquent sereinement à leurs occupations sous l'œil vigilant des forces de défense et de sécurité. Restons dans la région centre du pays où le ministre de la Communication et des Médias multiplie les rencontres avec les populations. Objectif, les inviter à cultiver la paix et la cohésion sociale. Sidi Touré a donc échangé il y a quelques jours avec les cadres et les jeunes des départements de Béoumi et de Sakassou. Les précisions de Charles Tatou de RTI Bouaké. Dans les villes de Sakassou et Béoumi, après l'élection présidentielle, les tensions ont baissé, mais la normalité n'est pas encore totalement revenue. Les autorités et les cadres à pied d'œuvre pour la reprise des activités qui concourent à la vie de ces deux localités. Le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, hier mardi sur l'axe Béoumi-Bouaké pour l'enlèvement des barrages dressés par les manifestants le jour du vote. Il invite les cadres et les jeunes à œuvrer pour la paix
et la cohésion sociale, gage de tout développement. Nous avons malheureusement fait le constat qu'il y a une tentation à vouloir amener les populations à la confrontation. Nous avions, depuis déjà avant le début de ces élections, engagé avec les autorités préfectorales des initiatives de sensibilisation des différentes communautés dans l'ensemble, aussi bien à Béoumi et Sakassou, sur les risques de ces élections et surtout la tentation que pourraient avoir certains politiques à vouloir les amener à l'affrontement. Au vu d'ailleurs de l'expérience que nous avions connue à Béoumi il y a de cela 1 an. Quand il y a conflit, le conflit ne trie pas les communautés. Tout le monde est impacté. C'est vraiment le lieu d'appeler les uns les autres à l'apaisement. Nos parents n'y gagnent rien, si ce n'est que la désolation. Plusieurs rencontres sont en cours pour calmer les esprits en vue du retour définitif de la paix dans les 2 localités. Toujours dans la région centre du pays, ce n'était qu'une rumeur. La résidence de la reine des Baoulés à Kouaboni II n'a jamais été incendiée pendant les tensions survenues récemment à Sakassou. Retrouvons Charles Tatou de RTI Bouaké. Sakassou, siège du royaume baoulé. L'affaire d'un incendie qui aurait ravagé la résidence de la reine des Baoulés, une fausse nouvelle. Nous sommes ses visiteurs, nous étions là. Depuis, bon, elle allait à Abidjan, sur Abidjan pour ses courses. Et jusque-là, nous sommes là, il n'y a pas de problème. Nous sommes dedans, donc je ne vois pas où qui a été incendié. Cette fausse rumeur visait certainement à semer la haine et la division dans les cœurs en vue d'un affrontement entre les autochtones et allochtones. Le palais royal, il est intact. Le tribunal traditionnel est intact. Les rumeurs ont parcouru les 172 villages disant que la résidence était en feu. Nous savons que la résidence de la reine, c'est le symbole du peuple baoulé. Donc chacun s'est vu indigné et chacun, dans un souci d'orgueil, est venu pour défendre la cause de la royauté. Mais en vérité, rien de cela ne s'est vraiment produit. Fruit de cette rumeur, les échauffourées qui ont abouti à la destruction de certains biens publics et aux incendies des boutiques et magasins de commerce. Un constat déplorable et déshonorant. Sakassou, devenu depuis 3 jours une ville déserte, abandonnée par ses propres habitants qui vivaient depuis belle lurette en bonne intelligence. On ne voit que les forces de l'ordre, quelques habitants qui n'ont pu se déplacer et des agents des services de distribution d'eau potable venus pour réparer leur canalisation détruite. Alors là, on a soif, on ne sait pas comment on fait, donc on est pressé. On est de Walebo, mais actuellement, il n'y a personne à Walebo. Tout le monde en brousse. Pourtant, cette brouille devrait se limiter au seul jour de l'élection présidentielle. Il s'agissait des votants et non-votants en conflit, des personnes allant dans les bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques et celles contre le déroulement du scrutin. Intéressons-nous à présent à ce communiqué publié hier par le président du Sénat de Côte d'Ivoire, également sénateur de la région du Bélier, Jeannot Ahoussou-Kouadio, et cela à l'intention des populations et cadres du Grand Centre. Le scrutin pour l'élection du président de la République s'est tenu le samedi 31 octobre 2020, conformément aux dispositions de la Constitution. Ce scrutin a toutefois été émaillé par de multiples conflits intercommunautaires, notamment dans les localités du Grand Centre qui avaient pourtant, en 2010 et en 2015, voté massivement pour le président Alassane Ouattara, établissant avec lui ainsi un bail de confiance sur le long terme. Je voudrais déplorer ces violences qui ne se justifient nullement en raison des liens étroits, fraternels et anciens unissant les populations de cette région qui vivent en bonne intelligence depuis toujours. Je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes et présenter mes condoléances les plus émues aux familles endeuillées et formuler des vœux de prompt rétablissement aux blessés. La persistance de ces conflits est de nature à menacer les nombreux acquis socio-économiques de notre région et à affecter la cohésion et l'unité de ses filles et de ses fils.
Résolument engagé dans une dynamique de développement harmonieux avec le président Alassane Ouattara, notre région ne peut se permettre de s'installer durablement dans un cycle de violence sous peine de remettre en cause les acquis importants obtenus au cours de la dernière décennie. C'est pourquoi j'invite toutes les populations du Grand Centre à l'apaisement et à la retenue. J'exhorte vivement l'ensemble des responsables politiques locaux, les cadres et les mutuelles de développement à tout mettre en œuvre en vue de faire cesser les actes d'incivisme, les troubles de tout ordre et à s'engager sans réserve dans la résolution définitive de ces conflits. Fait le 4 novembre 2020. Un tout autre sujet à présent, 2 nouveaux membres font leur entrée à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Assis Emmanuel et Louis-André Dacoury-Tablé ont prêté serment hier devant la Cour des comptes. Leur mission, lutter contre la corruption et autres infractions assimilées. Pour en parler, Didier Nguessan. Assis Emmanuel et Louis-André Dacoury-Tablé devant la Cour des comptes. Nommés membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance le 29 juillet dernier en Conseil des ministres, les 2 impétrants prêtent serment après la réquisition de l'avocate générale, maître Agathe Alo-Anoba. Fonction avec honnêteté, impartialité, intégrité et objectivité dans le respect de la Constitution. Diplômé de 3e cycle en droit, Assis Emmanuel est un ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire. Il fut également conseiller au Conseil constitutionnel. Quant à Dacoury-Tablé, il est titulaire d'un diplôme de 3e cycle en histoire et a été plusieurs fois ministre et député. La Cour a passé en revue les missions de la haute autorité et a souligné les performances réalisées depuis 2013, année de sa création. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance bénéficie des 4 attributions qui caractérisent la matière du contrôle, à savoir la sensibilisation, la prévention, les réformes et la sanction. La Côte d'Ivoire a avancé de 30 places pour se situer en 2020 au 106e rang sur 180 pays, toujours selon le classement de Transparency International. La Cour des comptes donne acte des serments et renvoie les impétrants à leurs fonctions. Nous sommes nommés à la Haute Autorité pour la bonne gouvernance pour apporter notre contribution au bien commun. Donc nous sommes fiers, c'est une fierté pour nous de pouvoir travailler pour l'État, pour les Ivoiriens et pour le bien commun. Tout est réglé par la loi qui organise la Haute Autorité. Il s'agit de lutter contre la corruption. Les nouveaux membres de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance ont un mandat de 3 ans à compter du 1er septembre dernier. Rappelons qu'il nous faut suivre consciencieusement toutes les instructions données par les autorités sanitaires pour vaincre le coronavirus. 13 nouveaux cas de maladie coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays compte à présent 20 778 cas confirmés de coronavirus, dont 20 447 personnes guéries et 126 décès. Direction à présent la région centre-ouest du pays, le village de Labazoubia, fortement préoccupé par la présence de 2 éléphants perturbateurs. En effet, ces pachydermes sont lunatiques, souvent dociles ou violents. Les populations lancent aujourd'hui un appel de détresse aux responsables des eaux et forêts de la région d'Issia. Elles sont au micro de Eugène Atoubé. Depuis plusieurs mois, les populations de Labazoubia, à proximité de Boguédia, chef-lieu de sous-préfecture dans le département d'Issia, région du Haut-Sassandra, ont reçu dans leur village des étrangers pas du tout ordinaires. Ce sont 2 éléphants. Sur cette séquence filmée à partir d'un téléphone portable, un des pachydermes est devenu pour les enfants du village un compagnon de jeu. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un éléphant, ça trompe énormément. Cacao, comme banane, manioc, ça dit, il gâte tout ça.
Même présentement, on est en train d'accueillir cacao. Quand tu déposes le cacao au champ, il vient prendre. La population s'est familiarisée à l'éléphant. Les gens vont quand même grimper sur lui donner à manger. Et c'est très dangereux. Parce que l'éléphant reste un animal sauvage. À tout moment, son instinct sauvage peut prendre le dessus et il peut charger. Abdoul Pisteur, travaillant pour le compte d'une coopérative à Boguédia au cours d'un de ses déplacements dans les campements alentours pour la recherche de cacao, l'a appris à ses dépens. Témoignage. À son arrivée, ils ont croisé l'éléphant sur les lieux où se trouve le cacao frais. Le temps pour pouvoir stationner et récupérer le produit, les phares de la moto sont tombés sur l'éléphant qui était à quelques mètres du produit. Donc, pris de peur, ils ont pris la fuite, laissant la moto sur les lieux. Donc l'éléphant, hostile au bruit, est venu récupérer le véhicule et a traîné sur une longueur d'à peu près 1 kilomètre. Je sais qu'il y a un éléphant dans la zone, mais je ne sais pas qu'on peut aller le trouver là. Si je savais même qu'il était dans le coin, même là, vraiment, il n'est pas parti. Parce qu'il a fait plusieurs dégâts. Voici ce qui reste du tricycle après la rencontre du pisteur avec l'éléphant, une épave. Une grande peine et tristesse pour la coopérative ECAV Copca qui avait reçu le tricycle comme prix, récompensant la meilleure coopérative agricole de la région du Haut-Sassandra. C'était lors des Journées nationales du cacao et du chocolat 2020 à Yamoussoukro. En cette campagne Café Cacao où s'exprime la joie des acteurs de cette filière, les producteurs de la Bazoubia et les campements alentours où l'on signale la présence des éléphants sont en alerte maximale. Nous souhaiterons que le gouvernement vienne chercher cet animal pour envoyer dans un lieu où il serait plus à l'aise pour éviter ces accidents à chaque fois. L'expérience a été déjà faite. Il y avait des éléphants qui avaient été capturés dans la zone de Taloua, qu'on a envoyé dans le parc Lazani, qui sont revenus. Certains du côté de Sikensi, d'autres sont revenus dans la zone de Taloua ici encore. Tout ça, ça demande des spécialistes qui vont aménager le site pour que l'éléphant se sente à l'aise et puisse rester. Selon des témoignages de villageois confirmés après enquête de terrain, commandités par le sous-préfet de Boguédia sur instruction du préfet d'Issia, on estime à une douzaine les motos et les tricycles que l'éléphant a endommagés. Également à sa charge, plusieurs maisons détruites dans les campements alentours et un homme tué à la Bazoubia. À 23h, ma femme et mes enfants, on était couchés. Et un coup, on a entendu coup. Je me lève, je regarde par la fenêtre, c'est l'éléphant. Nos enfants, nos femmes, chaque nuit, on ne dort pas. Dans le village, les habitants dont les maisons jouxtent les plantations de café, de cacao et de veilla vivent tous les soirs dans la hantise de l'apparition du pachyderme. Les femmes même ont peur de lui. Une fois, elles se dirigent vers eux, elles tous s'enfuient. Ce jour même, elles n'ont pas le temps de travailler. Comme il a commencé à détruire maintenant les maisons, voilà pourquoi nous-mêmes on a peur maintenant. On était couchés à minuit, puis il a cassé la maison. Maintenant, la deuxième fois, il est venu, là il a terminé le reste. Aujourd'hui, la peur a fini par gagner tous les habitants de la Bazoubia, jusque dans les villages voisins et campements alentours, car les éléphants sont toujours là, objet d'alarme et de larmes de nombreuses familles. Je suis allé dans certains villages où l'éléphant est apparu. J'ai échangé avec les villageois à l'effet de les consoler et de voir comment on peut recenser les victimes en attendant qu'un dédommagement soit effectué. Le souhait des populations est que les autorités administratives et forestières dont dépend la Bazoubia et ses campements trouvent aux éléphants un site d'accueil quand bien même les enfants et bien de personnes de ces localités se sont accommodés de la présence des pachydermes. Hors de chez nous, des tensions en Éthiopie. Le gouvernement fédéral a décrété hier l'état d'urgence dans la région du Tigré après une attaque contre une base militaire fédérale dans la nuit de mardi à mercredi. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed accuse le gouvernement local dirigé par le Front de libération du peuple de Tigré d'être l'auteur de cette offensive.
Enfin, la présidentielle du 3 novembre dernier aux États-Unis, le candidat républicain Donald Trump a déposé recours en justice pour obtenir la suspension du dépouillement en Pennsylvanie, en Géorgie et dans le Michigan. Donald Trump et son équipe de campagne dénoncent des irrégularités. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis.